Avant que le monde ne bascule dans la nuit de la guerre, il y eut un temps où l'Europe croyait encore en son propre avenir. Chapitre 1. L'Europe avant l'orage. Au début du XXe siècle, l'Europe se croit invincible. Ses empires s'étendent sur tous les continents. Ses usines tournent jour et nuit. Ses villes brillent d'électricité et de verre. Ses savants parlent de progrès infini. On invente l'automobile, l'avion, la radio. Les hommes ont le sentiment de vivre à l'aube d'un âge nouveau. Et pourtant, sous cette surface lumineuse, quelque chose se fissure. Les grandes puissances se méfient les unes des autres. Chaque État observe ses voisins comme on observe un adversaire. Chaque gouvernement calcule, soupèse, prévoit. L'Allemagne, jeune empire né en 1871, est devenue en quelques décennies une puissance industrielle gigantesque. Elle veut désormais sa place au soleil. Colonie, influence, prestige. La France n'a jamais accepté la perte de l'Alsace-Lorraine après la défaite de 1870. Dans les écoles, on apprend aux enfants que ces terres doivent revenir à la patrie. Le Royaume-Uni domine les mers et possède le plus vaste empire du monde. Il surveille toute montée en puissance susceptible de menacer sa suprématie navale. La Russie, immense et instable, cherche une ouverture vers les mers chaudes et veut s'imposer dans les Balkans. L'Autriche-Hongrie est un colosse fragile, assemblage de peuples, de langues et de religions que seule la dynastie des Habsbourg maintient encore unie. Dans les Balkans, justement, le nationalisme gronde. Les peuples slaves rêvent d'indépendance. La Serbie, soutenue par la Russie, encourage ces aspirations. L'Empire ottoman, autre géant vieillissant, recule peu à peu dans la région. Pendant que les diplomates échangent des sourires polis, les états-majors, eux, préparent la guerre. On rédige des plans secrets, on calcule des mobilisations, on mesure les capacités industrielles, on stocke des armes. L'Europe devient un baril de poudre. Chapitre 2. L'étincelle. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, la journée est chaude et lumineuse. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, traverse la ville en voiture découverte avec son épouse Sophie. Ils sont venus inspecter des manœuvres militaires. La foule observe sans enthousiasme, parfois hostile. Dans l'ombre, plusieurs jeunes nationalistes serbes ont préparé un attentat. Parmi eux, Gavrilo Princip, étudiant de 19 ans, maigre, nerveux, déterminé. Une première bombe est lancée, elle échoue. La voiture poursuit sa route. Plus tard, par une suite de coïncidences incroyables, le convoi s'arrête presque devant Princip. Il sort son revolver, 2 coups de feu. L'archiduc et son épouse s'effondrent. À cet instant précis, sans que personne dans la rue ne le sache encore, l'histoire du monde bascule. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie. Un ultimatum est envoyé. Humiliant, presque impossible à accepter. La Serbie cède sur presque tout, mais pas entièrement. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Alors, comme une mécanique infernale, les alliances s'activent. La Russie soutient la Serbie. L'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie. La France soutient la Russie. L'Allemagne déclare la guerre à la France. L'armée allemande envahit la Belgique neutre. Le Royaume-Uni entre en guerre. En quelques jours, l'Europe entière est en feu. Chapitre 3. L'ivresse de 1914. Août 1914. Dans toutes les capitales européennes, les cloches sonnent, les drapeaux sont déployés, les foules envahissent les rues. À Paris, à Berlin, à Vienne, à Londres, des milliers de voix chantent, crient, applaudissent. On s'embrasse, on pleure, on rit. Les journaux publient des titres immenses. À la guerre, pour la patrie, jusqu'à la victoire. Personne ne doute. Personne n'imagine l'horreur. Les hommes partent, souvent heureux, convaincus de défendre l'honneur, la nation, la civilisation. Les jeunes soldats écrivent à leurs familles qu'ils seront rentrés avant Noël. Les trains sont bondés d'uniformes neufs, de sacs pleins de linge propre, de fleurs offertes par les jeunes filles. Les chants patriotiques résonnent le long des quais. Les officiers parlent de manœuvres rapides, de percées décisives, de victoires éclatantes. Les politiciens promettent une guerre courte. Les peuples croient à une épreuve nécessaire. Sur les cartes d'état-major, les flèches s'élancent avec assurance.
L'Allemagne déclenche son grand plan, le plan Schlieffen. Écraser la France en quelques semaines en passant par la Belgique, puis se retourner contre la Russie. La machine militaire allemande, parfaitement organisée, se met en marche. Des millions d'hommes avancent à un rythme implacable. En Belgique, les villes tombent. Liège, Namur, Louvain. Les civils découvrent la brutalité moderne. Exécutions, maisons incendiées, population terrorisée. Le monde comprend que cette guerre ne sera pas une guerre comme les autres. L'armée allemande approche de Paris. Le gouvernement français fuit à Bordeaux. La capitale se prépare au pire. Puis en septembre 1914, sur les bords de la Marne, le sort bascule. Chapitre 4. La bataille de la Marne et la naissance de la guerre des tranchées. Pendant une semaine, sous une pluie d'obus, les armées françaises et britanniques contre-attaquent. Les soldats marchent, tombent, se relèvent, avancent encore. Des taxis parisiens transportent en urgence des troupes vers le front. Symbole dérisoire mais puissant d'une nation entière jetée dans la bataille. L'offensive allemande est stoppée. Ce n'est pas une victoire éclatante, mais c'est un tournant. La guerre rapide est morte. Les armées, épuisées, commencent à s'enterrer. Tranchée après tranchée, boyau après boyau. De la mer du Nord aux montagnes suisses, une cicatrice de terre et de barbelés coupe l'Europe en deux. Un monde nouveau naît sous la surface du sol. Les soldats creusent, renforcent, s'abritent. Ils construisent un univers souterrain. Abris, postes d'observation, tunnels, dépôts de munitions. Les pluies transforment les tranchées en mares de boue. Les rats prolifèrent. Les poux infestent les corps. Les maladies s'installent. Le front se fige. La guerre devient une attente sans fin. Chapitre 5. La vie dans les tranchées. Le soldat vit désormais dans un monde réduit à quelques mètres de terre. Il se réveille dans l'humidité glacée. Il mange des rations froides. Il dort à côté de cadavres. Il écoute le sifflement permanent des obus. Le jour, il répare les parapets. La nuit, il patrouille dans le no man's land. Toujours la peur, toujours la boue, toujours le bruit. Puis vient l'ordre. À l'assaut. Les hommes sortent des tranchées, avancent lentement sous les rafales de mitrailleuses. Ils tombent par dizaines, par centaines, parfois par milliers, pour quelques mètres de terrain. Les cris des blessés se mêlent aux explosions. Beaucoup meurent seuls, appelant leur mère, leur épouse, leurs enfants. La technologie transforme le champ de bataille en abattoir industriel. Mitrailleuses, artillerie lourde, obus à fragmentation, gaz moutarde, lance-flammes. L'homme lutte contre la machine, et il perd. Chapitre 6. Verdun. L'enfer sur terre. Verdun. L'Allemagne décide de saigner à blanc l'armée française. Pendant 10 mois, l'enfer se déchaîne. Les obus tombent sans arrêt. Les collines disparaissent. Les forêts deviennent des squelettes noirs. Les villages sont pulvérisés. Les hommes vivent sous terre comme des taupes. Ils boivent de l'eau boueuse. Ils respirent de la mort. Verdun devient un symbole. Ils ne passeront pas. Mais ils passent. Puis on les repousse. Puis ils reviennent. À la fin, plus de 300 000 morts. Des centaines de milliers de blessés pour presque rien. Chapitre 7. La Somme. La mort de masse. Pendant que Verdun saigne la France, les Alliés lancent une gigantesque offensive sur la Somme à l'été 1916. L'objectif est de percer le front allemand, de soulager Verdun, de briser enfin l'équilibre. Pendant une semaine entière, l'artillerie pilonne les lignes ennemies. Des millions d'obus. Le sol tremble sans cesse. Les collines s'aplatissent. Les arbres sont réduits en allumettes noires. Le 1er juillet 1916, à l'aube, des dizaines de milliers de soldats britanniques sortent des tranchées, convaincus que l'ennemi est détruit. Il ne l'est pas. Les mitrailleuses allemandes ouvrent le feu. En quelques heures, 60 000 hommes sont hors de combat. 20 000 morts en une seule journée. La pire journée de l'histoire militaire britannique. La bataille dure 5 mois. Les chars apparaissent pour la première fois. Lents, maladroits, terrifiants. Les attaques se succèdent. Les pertes s'accumulent. À la fin, plus d'1 million de morts et de blessés, pour quelques kilomètres de terrain. La Somme achève de briser l'illusion de la guerre héroïque. Les soldats savent désormais qu'ils sont pris dans une machine de mort. Chapitre 8. L'arrière. Les femmes,
les civils, la propagande. Pendant que les hommes meurent au front, l'arrière devient un autre champ de bataille. Les femmes remplacent les soldats dans les usines, les champs, les transports. Elles fabriquent des obus, conduisent les tramways, réparent les voies ferrées, soignent les blessés, nourrissent les familles. Le travail est harassant. Les journées durent 12 heures. Les salaires sont faibles. Mais sans elles, la guerre s'arrêterait. La propagande envahit tout, affiches, journaux, écoles, sermons, chansons. On glorifie le sacrifice, on diabolise l'ennemi, on transforme la souffrance en devoir sacré. Mais derrière les discours, les peuples s'épuisent, les pénuries s'aggravent, le pain manque, le charbon manque, les lettres annonçant la mort se multiplient, les civils découvrent la guerre totale. Chapitre 9. Une guerre mondiale. Le conflit déborde largement de l'Europe. En Afrique, les colonies allemandes sont attaquées. Au Moyen-Orient, l'Empire ottoman combat les Britanniques, tandis que des révoltes arabes éclatent. Sur les océans, les flottes s'affrontent. Les sous-marins allemands coulent les navires marchands. En 1917, l'Allemagne reprend la guerre sous-marine à outrance. Des navires civils sont torpillés sans avertissement. Des femmes, des enfants, des passagers meurent noyés. Les États-Unis ne peuvent plus rester neutres. En avril 1917, ils entrent en guerre. L'équilibre mondial bascule. Chapitre 10. 1917. L'année du chaos. Pendant que l'Amérique se mobilise, la Russie s'effondre. La famine, la lassitude, la colère provoquent la révolution. Le tsar abdique. Le régime impérial s'écroule. Quelques mois plus tard, les bolcheviks prennent le pouvoir. Ils promettent la paix. Ils la signent avec l'Allemagne en 1918. La Russie quitte la guerre. L'Europe bascule encore. Chapitre 11. 1918. La dernière tempête. Début 1918. L'Allemagne sait que le temps joue contre elle. Les soldats américains arrivent désormais par centaines de milliers. L'industrie alliée tourne à plein régime. Il faut frapper vite, frapper fort. En mars, l'Allemagne lance sa dernière grande offensive sur le front occidental. Des centaines de milliers d'hommes s'élancent. Les lignes alliées cèdent par endroits. Paris est à nouveau menacé. Mais l'Allemagne est épuisée. Ses soldats sont affamés. Son peuple souffre de pénuries terribles. Et chaque semaine, de nouveaux soldats américains débarquent en France. L'offensive s'essouffle, puis s'effondre. Les Alliés contre-attaquent. Ils avancent lentement, inexorablement. L'armée allemande recule. En arrière, l'ordre ancien se fissure. Chapitre 12. La chute des empires. À l'automne 1918, l'Autriche-Hongrie se disloque. Les peuples proclament leur indépendance. Tchèques, Slovaques, Slovènes, Croates, Hongrois. L'Empire ottoman s'effondre à son tour. Au Moyen-Orient, de nouveaux États se dessinent sous l'influence européenne. En Allemagne, la révolution éclate. L'empereur abdique. La République est proclamée. Le vieux monde disparaît sous les ruines de la guerre. Chapitre 13. Le 11 novembre 1918. Dans un wagon perdu en forêt de Compiègne, les représentants allemands signent l'armistice. À 11 heures, le 11 novembre 1918, le feu cesse. Le silence s'abat sur les champs de bataille. Les survivants sortent des tranchées. Ils marchent au milieu des ruines, des cratères, des corps à moitié enfouis. La guerre est finie, mais la paix reste à inventer. Chapitre 14. La paix impossible. En 1919, les vainqueurs se réunissent à Versailles. Ils veulent punir l'Allemagne. Ils veulent empêcher toute nouvelle guerre. Ils veulent réorganiser le monde. Le traité de Versailles enlève à l'Allemagne ses territoires, limite son armée, exige d'énormes réparations financières. Le peuple allemand se sent humilié, trahi, écrasé. De nouveaux États apparaissent en Europe centrale. Mais leurs frontières sont fragiles. Les tensions sont partout. La paix est signée, mais elle est pleine de colère. Chapitre 15. Héritage et conséquences. La guerre a fait près de 20 millions de morts, des millions de blessés, de mutilés, de veuves, d'orphelins. Les sociétés sont transformées. Les femmes ont conquis de nouveaux rôles. Les empires ont disparu. Les idéologies radicales émergent. Les graines de la Seconde Guerre mondiale sont déjà semées. On a maintenant franchi plusieurs milliers de mots.
Et ce n'est toujours pas fini. Chapitre 16. Les cicatrices invisibles. Quand les soldats rentrent chez eux, la guerre ne s'arrête pas vraiment. Beaucoup sont mutilés, aveugles, amputés, brûlés, brisés à jamais. D'autres portent des blessures invisibles, tremblements, cauchemars, silence, peur soudaine. On ne parle pas encore de traumatisme psychologique. On parle de choc des obus, de faiblesse, de lâcheté. Beaucoup souffrent seuls. Les villes se remplissent de gueules cassées. Les familles tentent de reconstruire une vie sur les ruines. Dans chaque village, un monument aux morts s'élève. Une génération entière a disparu. Chapitre 17. Un monde instable. Les années 1920 s'ouvrent sur un monde nouveau, mais fragile. L'Europe est ruinée. Les empires coloniaux commencent à être contestés. Les peuples colonisés, revenus de la guerre, ont vu les Européens mourir comme eux. Ils réclament désormais leurs droits. En Allemagne, la République de Weimar lutte pour survivre sous le poids de l'humiliation, de la crise économique, de la colère populaire. Dans toute l'Europe, les idéologies extrêmes progressent. Fascisme, nazisme, communisme radical. La guerre a détruit les certitudes anciennes. Elle a ouvert la porte aux révolutions, aux dictatures, au totalitarisme. Chapitre 18. Le monde d'aujourd'hui, héritier de 1914. La carte politique de l'Europe et du Moyen-Orient d'aujourd'hui est née en grande partie dans les ruines de 1918. Les frontières tracées après la guerre continuent de provoquer des conflits. Les mémoires blessées nourrissent encore les haines. Les grandes organisations internationales naissent de cette guerre. La Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Même notre conception moderne de la guerre, totale, industrielle, mondiale, vient directement de 1914. La Première Guerre mondiale n'est pas seulement une page d'histoire, elle est la matrice du monde contemporain. Épilogue. La leçon. La Première Guerre mondiale est née de la peur, de l'orgueil, de l'aveuglement et de la certitude absurde que la guerre pouvait résoudre les problèmes des hommes. Elle a détruit un monde, elle en a créé un autre, instable, inquiet, fragile. Plus d'un siècle plus tard, ces échos résonnent encore. Car chaque fois que les nations oublient la valeur de la paix, chaque fois que l'orgueil l'emporte sur la raison, chaque fois que la haine remplace le dialogue, le souvenir de 1914 nous murmure ce que l'humanité est capable de faire et ce qu'elle doit, à tout prix, éviter de refaire.